Donc voilà, je vous ai remis ce titre que je ne vais pas respecter, selon la tradition. Donc l'acteur en révolution 1985-2015, enjeux scolaires et perspectives épistémologiques, parce que, en fait, l'idée qui est derrière, qui est une idée que je défends depuis pas mal de temps, que j'ai défendue pendant mes années de vice-présidence au CAPES en particulier, c'est l'idée que si on veut, dans le domaine scolaire, avoir une réelle maîtrise de la discipline, il faut d'abord avoir une réelle maîtrise de la façon dont la discipline se construit. D'où le lien avec la question de l'épistémologie, même si je vais parler pédagogie à certains moments, véritablement, ou certains choix pédagogiques en tout cas. Voilà donc l'idée qui va me guider et qui vous explique pourquoi je vais commencer par un petit retour en arrière. Le voici, ce petit retour en arrière. C'est un texte de Seignobos qui est très très souvent cité, c'est l'introduction aux études historiques de 1898, ce premier manuel pour les étudiants en histoire, qui a été à l'époque les étudiants du tout nouveau DES, c'est-à-dire du diplôme d'études spécialisées qui venait de naître en 1896 dans la réforme des universités. Et Langlois et Seignobos avaient fait un cours en Sorbonne à ce sujet qu'ils ont ensuite édité sous la forme de l'introduction aux études historiques. Et il y a une partie du texte qui n'est jamais citée, à laquelle on ne fait jamais référence, c'est que Seignobos tout seul, cette fois-ci, a fait deux annexes. Il a fait une annexe pour l'enseignement supérieur et il a fait une annexe pour l'enseignement secondaire. Et c'est très intéressant de voir comment les questions qui aujourd'hui sont formulées de façon tout à fait différente sont déjà présentes, en fait, dans cette annexe. Alors, je ne vous en ai remis qu'une petite partie qui touche à la question des acteurs, qui est la question qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, j'ai coupé, mais je n'ai pas indiqué que j'avais coupé, donc je vais vous redonner l'ensemble. D'abord, dans cet appendice, il s'interroge sur 4 grandes questions. La première question, c'est ce qu'il appelle l'organisation générale. Alors, le vocabulaire est le vocabulaire de l'époque, et il dit ceci sur cette organisation générale. Quel but peut se proposer l'enseignement de l'histoire? Quel service peut-il rendre à la culture de l'élève? Quelle action peut-il avoir sur sa conduite? Quel fait doit-il faire comprendre? Quelles habitudes d'esprit doit-il lui donner? Le paragraphe est plus long que ça, je ne vous en restitue que le début. Je crois que toutes ces questions sont des questions qui sont encore aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui d'ailleurs avec la réforme du collège, tout à fait en débat, et en particulier une question qu'on a tendance à oublier en histoire, mais aussi en éducation physique et sportive et dans d'autres domaines, c'est la dimension culturelle des apprentissages. Au profit, pour l'histoire, on sait, on est toujours sous la menace, j'oserais dire, de la dimension civique, et le rétablissement d'un enseignement moral et civique ces derniers temps nous le rappelle. Donc une espèce d'instrumentalisation de l'histoire au profit d'un but qui n'est pas la connaissance de l'histoire elle-même. Dans un deuxième temps, il aborde le choix des matières, ce qu'il appelle le choix des matières. Et là, vous allez voir encore la modernité du propos. Quelle proportion doit-on donner à l'histoire nationale ou à l'histoire des autres pays? Donc Dimitri Kazali peut aller se rhabiller, parce que comme il s'appuie sur soi-disant l'héritage d'Elavis, etc., mais lu complètement à contresens, en réalité. Bon, à l'histoire ancienne et à l'histoire contemporaine, aux histoires spéciales, alors ce qu'il appelle les histoires spéciales, c'est l'art, la religion, les coutumes, la vie économique, et à l'histoire générale. Bon, vous voyez au travers de ces propos que Seignobos, bien qu'il n'ait pas pratiqué cette histoire-là, n'ignore pas la question de la vie économique, par exemple. N'ignore pas ce qu'il appelait les phénomènes généraux en histoire, dans un autre cours. Vient ensuite donc la question de l'ordre. Il dit dans quel ordre doit-on aborder les matières? Doit-on commencer par les périodes les plus anciennes et les pays les plus anciennement civilisés pour suivre l'ordre chronologique et l'ordre de l'évolution, ou par les périodes et les pays les plus rapprochés pour aller du plus connu au moins connu? Si on se renvoie à tous les débats pédagogiques sur l'innovation, etc., on peut se dire qu'on a peut-être perdu quelques décennies à certains moments. Enfin, le quatrième point, c'est les procédures d'enseignement. Il dit ceci: faut-il donner d'abord à l'élève des formules générales ou des images particulières? On voit se profiler ce qu'aujourd'hui on appelle visiblement l'étude de cas en histoire. Le professeur doit-il énoncer lui-même les formules ou les faire chercher par l'élève? Bon, etc. Je ne vais pas continuer. Mais enfin, ceci pour dire que quand on oppose arbitrairement le travail des historiens dans leur travail de chercheurs, etc., et la pédagogie de l'histoire, eh bien, on oublie que les pères fondateurs étaient extrêmement attentifs à cette question-là et l'ont abordée de maintes et maintes manières. Donc, le point que j'ai retenu ici parmi
ce propos qui est donc beaucoup plus large, c'est lorsqu'il pose la question de savoir quelle proportion doit-on donner à l'étude des accidents individuels, à la biographie, aux épisodes dramatiques ou à l'étude des enchaînements et des évolutions générales, quelle place doit-on faire aux noms propres et aux dates. Et ce que je retiendrai là-dessus d'emblée, c'est que si on veut parler des acteurs dans le domaine scolaire, je me contente, je ne veux pas parler que de l'école, mais enfin, mon propos est quand même autour de la question de l'enseignement de l'histoire et de l'histoire de la Révolution française, bien entendu. On voit tout de suite que la question des acteurs est fondamentalement liée, organiquement liée à celle du récit en histoire. Si on reprend, on pourrait reprendre la formule de Jacques Rancière dans Les Noms de l'Histoire, il dit finalement faire de l'histoire, c'est toujours assigner des actions à quelqu'un en un lieu donné et à un moment donné. Alors, le propos est un peu réducteur, on pourrait le discuter, etc., peu importe. En tout cas, c'est bien cette question-là qui va me servir de point de départ maintenant, donc acteurs et récits de la Révolution, un lien organique. J'en viendrai plus tard dans mon propos à évoquer une autre question, c'est la question du personnage. Qui pose d'autres problèmes, l'acteur et le personnage étant deux réalités distinctes. Alors, je vais repartir des programmes et des accompagnements de programmes. J'ai un peu triché, il n'y a pas que les programmes, il y a des accompagnements de programmes. Et là, cette fois-ci, je suis bien dans la période chronologique que j'avais indiquée, 1985 à aujourd'hui. Alors, si je reprends le premier programme que je vais reprendre, et celui-ci, ce que disent les programmes en 1985. Donc là aussi, j'ai isolé en oubliant les coupures, de signaler les coupures comme il faut le faire de façon académique, mais bon, là c'était pour l'aisance de la lecture à l'écran. Ce qui concerne donc grande phase des principaux acteurs, c'est-à-dire que déjà dans le libellé, il s'agit des accompagnements de programmes, il ne s'agit pas des programmes en 1985, mais dans le libellé, le lien est immédiatement fait entre la question des grandes phases et des principaux acteurs, ce qui est conforme au programme, puisque le programme est énoncé comme suit: la Révolution française et l'Empire, grande phase et principaux acteurs, et puis il y a en plus les transformations de la France et de l'Europe. Bon, ça c'est quelque chose qu'on retrouve en 1995, en 2008. Ce sont les 3 dernières générations de programmes. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce qu'on met derrière l'acteur, justement. Et le libellé donc indique clairement la place qu'il convient de donner. Alors là j'ai coupé, je vais reprendre le libellé complet pour vous l'énoncer. Le libellé indique clairement la place qu'il convient de donner au récit des grands événements de la période révolutionnaire et à l'évocation des principaux personnages. Toujours, on a ce lien. Quand je dis que c'est un lien organique, c'est parce que structurellement, enfin, syntaxiquement parlant et grammaticalement parlant, il est bien là, le lien. Il est dans la phrase. Bon, je ne reviens pas sur le fait que mon propos repose sur un certain nombre de présupposés qui viennent de l'analyse du discours, mais ça, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer ici même, donc ça suffira. L'étude de la Révolution dans notre enseignement ne saurait se réduire ni à une épure théorique, ni à un simple bilan. Les événements ont leur logique propre. Et là, on cite Saint-Just, la force des choses nous conduit peut-être à des résultats auxquels nous n'avions point pensé. Et dans des temps troublés, les fortes individualités jouent un rôle déterminant. Il ne s'agit pas, bien entendu, de substituer à la réflexion le récit discursif et le portrait, mais toujours de donner une leçon d'histoire. C'est mis entre guillemets, la leçon d'histoire. Donc, donner les leçons de choses, sans doute, dans un certain passé. Une révolution est un drame dans lequel des enchaînements déterministes introduisent une fausse logique et qui fait place au jeu du hasard et des volontés. Et voilà le moment où on arrive, ça vous l'avez sous les yeux, une telle approche implique le recours raisonnable à de courtes biographies qui ne se borneront pas au traditionnel portrait physique, mais marqueront les origines sociales, la formation reçue, l'appartenance à une génération. Pourquoi on qualifie de traditionnel le portrait physique? Parce qu'effectivement, on le verra dans la suite, au XIXe siècle, c'est bien construit d'abord un portrait qui est à la fois physique et moral d'ailleurs, et dans lequel on pourrait dire que Cabanis est passé par là, dans ses rapports du physique et du moral de l'homme, et qu'il y a aussi un petit peu de la physiognonomie, que je prononce de travers bien entendu, mais c'est un mot absolument imprononçable, cet art de juger du caractère d'une personne par sa physionomie qui s'était développée au XVIIIe siècle. Alors on va voir dans quelques moments que ça c'est le soubassement en fait de la construction de l'image des acteurs individuels, et en particulier de 3 d'entre eux que je retiendrai pour la Révolution française, dans les programmes scolaires, non pas dans les programmes, mais cette fois-ci dans les manuels, dans l'enseignement, dans la façon dont on a continué à véhiculer ces images construites anciennement, donc construites au XIXe siècle, et qui sont évidemment tout sauf des images neutres, qui sont des images hautement polémiques. Bon.
Donc la réflexion du traditionnel portrait physique renvoie en fait à cela. Il faut entendre par portrait physique tout cet ensemble qui lie le moral et la morale aussi de l'individu à son aspect. Comme si l'allure, l'attitude, les manières de faire, les manières de parler traduisaient nécessairement une psychologie qui elle-même est la traduction d'un positionnement politique. Mais marqueront donc les origines sociales, la formation reçue, l'appartenance à une génération. Là, on est en plein dans le programme qui est le programme des Annales. Le programme de 1985 est le seul, c'est pas celui de 77 qui d'ailleurs n'a pas été appliqué. Le programme de 1985 pour le collège est celui qui est le plus fortement imprégné de l'esprit des Annales, de l'attente d'une histoire totale, d'une histoire... Alors qu'à l'époque on disait histoire globale, aujourd'hui on ne peut plus. On ne peut plus parce que la global history renvoie à autre chose. Donc il vaut mieux revenir à ce mot plus ancien d'histoire totale qui vient, on le sait, de Michelet qui parlait, lui, de la résurrection intégrale du passé. Hein, donc cette volonté, cette ambition d'une histoire totale. C'est l'ambition du programme des Annales. Et on voit donc que si l'individu est intéressant, c'est comme individu représentatif d'un groupe. Et donc, d'un groupe qui peut être une génération, mais qui peut être aussi un groupe social. On voit qu'on hésite entre les deux, on positionne l'individu en fonction de ces deux-là. L'appartenance générationnelle en 1985, c'est encore quelque chose d'assez récent dans l'historiographie. L'appartenance sociale, c'est au contraire la partie la plus classique. Les années 1950, 60, avec les critiques qui sont arrivées des États-Unis d'ailleurs sur la façon dont Georges Lefebvre utilisait les catégories sociales sans les interroger, nous disait-on. On utilisait bourgeoisie sans les interroger, soi-disant, etc. Voilà. Donc on retrouve la trace dans l'enseignement. Ici, il s'agit de guider l'enseignant. On l'aide donc à faire ce travail qui est un travail dans lequel on peut penser que passe également la notion de typification qui nous vient de la sociologie, c'est-à-dire l'idée qu'un individu, en sociologie c'est en fait un individu qui est un collectif, mais peut être représentatif d'un ensemble. Et que d'autre part, ce processus de typification, alors ça vient d'Henri Monniot et de ses réflexions sur la didactique de l'histoire en 1993, où il reprend ces éléments-là, et où il dit au fond, le recours à l'individu typique peut être pédagogiquement tout à fait justifié, tout à fait valable. Donc il explique en 1993 que passer par l'étude d'un exemple, dans un moment où cette étude d'exemple a été un petit peu évacuée, en partie évacuée. Elle va revenir en force après ça en 1995, en 2008 dans les programmes, où il explique donc en 1993 que l'exemple n'a pas à être rejeté. Alors en 1993, on est aussi, si on veut continuer les origines possibles de ce type de réflexion, bon, on est quand même aussi dans le moment où la microstoria commence à se diffuser en France et où donc on réinterroge la question du lien entre le particulier et le général, qui est une question qui reste une question fondamentale non seulement de l'histoire mais de l'ensemble des sciences humaines et qui est une question toujours problématique. Alors, on voit que se renforce cette idée que l'acteur, ça n'est pas le grand homme, mais au fond, Senior-Boss nous le disait déjà. Contrairement à ce que l'on dit d'ailleurs, ou à ce que l'on lit souvent, les Senior-Boss, Langlois et autres n'ont jamais écrit de biographie, par exemple. On leur attribue de s'être intéressés au grand homme, exclusivement au grand homme, et en fait, on ne trouve pas de biographie sous leur plume. C'est un paradoxe assez étrange qui m'avait été soufflé par Patrick Garcia. Donc elle a dit, mais voilà, on a quand même une difficulté là par rapport à cette image que l'on s'est construite. Alors, reste que je termine cette parenthèse sur ce retour vers Senior-Boss, vers les origines, reste que on saisit assez bien, au travers notamment de la collection Peuple et Civilisation, la raison d'être de l'individu. Je me souviens avoir lu, oserais-je dire, pendant une interrogation de Capes, ça ne fait pas très sérieux, mais bon, le volume que Philippe Sagnac avait consacré dans cette collection-là au moment qui correspond aux années 1774-1789. C'est lui qui a écrit ce volume-là. Georges Lefebvre écrit ensuite, en 1930, le volume sur la Révolution française. Et dans ce volume, Philippe Sagnac parle à un moment donné d'un combat qui a lieu dans je ne sais plus quelle forêt profonde d'Amérique, et nous cite, nous dit, voilà, le lieutenant machin est à la tête du groupe, etc., etc. On cherche dans la note, et du lieutenant machin, on ne saura jamais rien de plus.
Et là, on mesure que, en fait, la présence de l'individu, c'est pas parce qu'on est dans une logique d'individuation de la compréhension historique, mais c'est parce que c'est la preuve, parce qu'on peut citer le nom de l'individu, c'est la preuve qu'on a le document, c'est donc la preuve qu'on s'appuie sur quelque chose de fiable. Et là, on voit que l'individu est lié, en fait, dans cette pensée. Non pas à cette idole individuelle que dénonçait François Signon, même si, pour d'autres raisons, il avait raison de dénoncer cette idole, mais aussi lié à la volonté d'apporter la preuve, à la nécessité d'apporter la preuve. Comme dit Antoine Pro beaucoup plus récemment, l'historien ne demande pas à être cru sur parole. Et finalement, toute une série des noms, donc j'avais continué à lire les pages, toute une série des noms qui sont cités ne sont présents que pour cela, puisqu'on en parle, on ne nous en dit rien. Je veux dire, citer un nom sans nous expliquer ce qu'est le bonhomme, ce qu'on peut savoir un petit peu de lui, etc., n'a finalement aucun sens. Le seul sens en réalité, c'est de nous dire, vous voyez, je peux vous citer le nom, c'est la preuve que j'ai bien eu le document en main, c'est la preuve que ce que je vous dis est vrai. Voilà. Bien, cette question de la véracité, eh bien, on la retrouve dans l'enseignement. C'est-à-dire que pouvoir assigner des actes à des personnages dans l'enseignement, c'est aussi dire, vous voyez, ce que je vous raconte est vrai, avec l'autorité du professeur. Alors, vous voyez que là, si je reviens maintenant à ce moment particulier qui est celui des programmes de 1985, la dimension collective qui est apportée aux acteurs, c'est aussi la dimension d'une histoire d'en bas, comme disait Michel Vauvel, et non plus d'une histoire d'en haut. L'évocation de la vie quotidienne, les mémoires et les journaux du temps révèlent au-delà des discours, des scènes historiques et des grands sentiments, l'importance des actes de la vie quotidienne, des réactions instinctives et des manifestations de psychologie collective. Plus ça me pas loin là, la dimension de l'histoire locale que le bicentenaire fera revivre ne sera pas oubliée. Il faut aussi penser que ces instructions sont données à l'approche du bicentenaire. D'ailleurs, on mettait dans un autre endroit en garde contre le fait qu'il ne fallait pas écraser l'histoire de la Révolution française par la commémoration du bicentenaire qui arrivait. De même qu'on disait, le professeur ne doit pas choisir entre Soboul et Furette. Bon, parfois c'est difficile de ne pas choisir entre Soboul et Furette, mais bon. Que les professeurs se débrouillent. Voilà ce que les programmes ne disent plus en 1995. Et voilà ce qui nous pose la question de cette présence, qui est une non-présence de l'acteur, dans des programmes qui pourtant sont des programmes qui marquent vraiment le retour d'une histoire politique de la Révolution française. On s'attendrait à ce que le retour d'une histoire politique de la Révolution française renforce la présence des acteurs collectifs et des acteurs individuels. Et voilà ce que ça donne. L'étude des grandes phases de la Révolution française doit donner une vision d'ensemble de la période. Ça n'est pas différent en 1985. Il importe avant tout que les élèves soient capables d'identifier et de caractériser trois moments essentiels. Là, c'est le moment où on segmente la Révolution, où on éclate le récit révolutionnaire. En 2008, on dira nettement, on renonce à un récit synthétique de la Révolution, à un récit continu, plus exactement. Et ces trois moments, Edgar Quinet serait content, 1789, 1793 et la dictature impériale. Alors, en fait, les deux moments un peu plus loin, 89 et 93, sont caractérisés. 89, c'est la révolution des droits de l'homme, et 93, c'est la terreur. Ce qui fait que la République, c'est la terreur. Et en 2008, on nous redit la même chose. Et on oublie un peu le 22 septembre 1792, dont je vous lirai un petit moment plus loin, mais sous une plume plus ancienne, au profit du seul moment 93. Mais c'est du Ferret ? Oui, c'est. Bien sûr que c'est. Mais c'est. Oui. Du Quinet Ferret ? Si c'est du Quinet. Mais s'ajoute à cela le deuxième petit paragraphe, là encore j'ai coupé en fait. Il est indispensable de proposer les portraits de quelques-uns des principaux acteurs parce que les auteurs de l'accompagnement proposent deux solutions. Ils disent soit une présentation chronologique, ils disent soit une présentation plus délicate. Alors, quand même la deuxième solution est plus ambitieuse. Le professeur peut d'abord proposer en 2 heures un panorama de la période en dégageant les principales phases, quelques événements porteurs de sens, puis quelques aspects importants sont approfondis avec le recours possible à des documents locaux. Les premiers acquis, Nuit du 4 août, Déclaration des droits de l'homme, les départements, le système métrique. La question religieuse, de 1789 au Concordat, en montrant la division des Français à partir de la constitution civile du clergé. Une journée révolutionnaire, comme le 10 août 1792, où serait mis en évidence le rôle du roi et celui des sans-culottes. Les différentes formes du pouvoir, là ça devient intéressant, de 1789 à 1815, la terreur, l'œuvre du consulat et de l'Empire, autrement dit, la terreur est assimilée à un régime politique, voire à un système de gouvernement.
À la fois la centralisation administrative et dictature autoritaire, quelle que soit la solution retenue, et c'est là que je retrouve, il est indispensable de proposer les portraits de quelques-uns des principaux acteurs de la Révolution qui caractérisent ou symbolisent un des moments de la période étudiée. Lafayette, Danton, Robespierre, Bonaparte. Bon, Lafayette est 89, Robespierre est 93, Bonaparte et l'Empire. C'est vite vu. Mais qui symbolise une période. Et là, on revient à une question. En fait, derrière, il y a une interrogation pédagogique. C'est cette vieille interrogation, cette vieille ancienne, pourrait-on dire, qui traverse l'histoire et la géographie, mais pas seulement. C'est l'idée que pour comprendre les choses, il faut d'abord les savoir. C'est pas complètement idiot, hein, énoncé comme ça paraîtra presque comme une évidence. Mais c'est la fameuse question des repères. C'est-à-dire qu'il faut d'abord poser des repères sans expliquer. Puis ensuite, on explique aux élèves ce qu'il en est. Autrement dit, on présuppose qu'un élève de 4e, il peut mémoriser le 10 août 92, mais il ne peut pas s'interroger sur ce que c'est que l'événement en histoire. Bon, j'ai en préparation un petit texte là-dessus parce que je viens de faire cours à des 4e, justement sur l'événement du 10 août 1792, et en mobilisant quoi? Les ressources de l'épistémologie de l'histoire pour leur faire comprendre ce qui se passe. Donc je défends moi l'idée au contraire, qu'on construit les deux en même temps. On ne construit pas les savoirs sans construire la construction des savoirs, si j'ose dire. C'est clair? Non, c'est pas clair, mais c'est pas grave. Voilà. Autrement dit, on n'apprend pas sans savoir comment fonctionne ce que l'on apprend. Bien. Or là, c'est ce qu'on nous propose. Et très curieusement, alors qu'on revient à une histoire politique, c'est le moment où on revient à une histoire très politique, on vide de leur substance les individus qui sont cités. On ne demande plus, ça n'est pas écrit en tout cas, ça n'est pas dit explicitement, de rattacher ces individus à la configuration sociale dans laquelle ils se situent, voire à la situation historique dans laquelle ils sont. Non, symbolise un des moments, caractérise un des moments, mais ce n'est pas du tout la même chose que de placer les individus dans la situation historique, qui détermine, j'utilise le mot à dessein, qui détermine, mais pas dans une logique purement déterministe, mais qui constitue une détermination plutôt de leur action. Et ça, on efface complètement. Ce qui fait que nous avons des acteurs qui n'agissent pas. La conclusion possible, c'est ça. Nous avons des acteurs qui n'agissent pas. Nous avons des héros éponymes. Point. Voilà. Alors, ça posait quand même un certain nombre de problèmes, je trouve. Alors, que dit le programme de 2008 ? Il dit des choses pas claires parce que l'image est complètement brouillée. Je ne m'en suis pas aperçu quand j'ai fait le montage. Donc là, vous ne devez rien pouvoir lire ou à peu près. Ce qui est important, c'est que, le programme revient sur les 3 moments. Et ça, c'est le pavé connaissances. Alors c'est assez curieux comme découpage. On a les connaissances, les démarches, les capacités. Bon. Il y a des capacités qui sont des connaissances, donc on ne comprend pas très bien la logique de ce découpage-là. Enfin, moi, je ne le comprends pas. Maintenant, je ne suis pas très intelligent non plus. Alors, l'accent est mis sur 3 moments. 89-91, l'affirmation de la souveraineté populaire, de l'égalité juridique et des libertés individuelles. Alors déjà, moi, faire de 89 l'affirmation de la souveraineté populaire, bon, ça soulève quand même quelques questions. 1792-1794, la République, la guerre, la terreur. Paf, le triptyque est là. Bon, on est avec un grand T pour la terreur et un grand R pour la République. Bon. Et puis 1799-1804, du consulat à l'Empire. Alors, déjà, tous les collègues qui sont spécialistes de l'Empire disent, voilà, on a encore oublié Napoléon, hein, on oublie le grand homme. Enfin, pas tout à fait, quand même, 1804, ça va. On retrouve cette périodisation en 3 moments. Elle a été redessinée, elle a été redéfinie, mais elle est toujours aussi problématique. Et c'est le moment où on met dans les démarches, on renonce à un récit continu des événements de la Révolution et de l'Empire. L'étude se concentre sur un petit nombre d'événements et de grandes figures, à l'aide d'images au choix pour mettre en évidence les ruptures avec l'ordre ancien. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans les capacités, on a des dates, on a un nom, les grandes figures ne sont pas particulièrement présentes. Alors, elles le sont dans les fiches ressources. Alors là, je n'ai pas mis les fiches ressources parce que c'est trop long. Les fiches ressources, parce qu'il y a dans les... Là, je ne vous l'ai pas dit. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire ce qui correspond aux grandes phases et grands personnages. Mais il y a une deuxième partie qui est une partie thématique, les fondations d'une France nouvelle pendant la Révolution et l'Empire. Et
on demande au professeur de choisir une étude parmi les suivantes. L'invention de la vie politique, le peuple dans la révolution et les femmes, la révolution, l'empire et les religions, la révolution, l'empire et la guerre. Et là, on voit apparaître effectivement la question des acteurs et d'acteurs collectifs, et d'un collectif d'ailleurs très problématique, puisque c'est le peuple qui est présent. Alors, voilà comment les fiches ressources essayent de traduire ceci. La participation du peuple, pour le peuple. Je prends juste l'exemple du peuple, je laisse les femmes de côté. Ça va, Florence n'a pas bondi. C'est bon. Je laisse les femmes de côté, donc disais-je, et pour parler du peuple. Le peuple dans la Révolution. La participation du peuple aux événements de la Révolution est multiforme. Elle prolonge d'abord les révoltes de l'Ancien Régime, émeutes de subsistance, troubles antiféodaux, crainte de l'étranger, mais elle prend aussi des formes nouvelles, organisation, idéologie, incarnées par les sans-culottes. Alors, à part le mot d'idéologie, le reste réintroduit même, très certainement, une lecture quand même beaucoup plus complète de la présence de l'acteur dans la Révolution. Par rapport à 95, un programme de 95, si on se souvient de Lafayette, Danton, Robespierre, placés comme ça, comme des étiquettes qu'on allait mettre comme des images, comme ces vieilles images des manuels laviciens, justement, pour le coup. Voilà. Il convient aussi de prendre en compte le rôle des acteurs populaires dans la contre-révolution. C'est-à-dire qu'on a une proposition beaucoup plus riche. Alors on a une espèce de mouvement qui, en même temps, un cadre, qui est un cadre à forte dominante politique, qui en 1995 se comprend parce que c'est le moment où on veut réinvestir l'enseignement de l'histoire d'une dimension civique particulièrement puissante. Eh bien, on a l'impression que les programmes de 2008, en maintenant ce cadre, en même temps réinstillent à l'intérieur, ou en tout cas les fiches ressources, elles sont validées par le ministère, puisque c'est sur le site EduScol. Donc ça a quand même un caractère, disons, semi-officiel. Ce ne sont pas des injonctions, mais ça a quand même été travaillé collectivement et par les groupes qui sont à proximité des auteurs des programmes. Et donc on va quand même réintroduire là une dimension, une richesse, autrement dit, et une richesse de la présence de l'acteur qui est quand même plus satisfaisante, en tout cas plus dense, que dans les programmes de 1995. Alors, j'en viens à la deuxième partie de mon propos, c'est le moment où la question des acteurs introduit à celle de l'intentionnalité en histoire et produit l'interprétation historique. Donc j'ai choisi, sur le thème du 14 juillet 89, j'ai un petit peu hésité sur les différents événements possibles, j'ai repris deux manuels qui sont ce que j'appelle ces deux grands témoins dans le monde scolaire, le Mallet-Isaac de classe de première de 1928 et la collection Guiraud de classe de première également de 1923. Alors pourquoi ces deux manuels ? Parce que le Mallet-Isaac, c'est le manuel républicain par excellence. En fait, en 1928, c'est Isaac qui est seul aux commandes. Mallet est mort, il a été tué sur le front en 1915. Mais on a imposé à Isaac de conserver le nom d'Albert Mallet pour la collection. Et puis, la collection Guiraud, alors Guiraud n'est pas l'auteur du manuel, c'est Monseigneur Aymon qui est auteur du manuel, donc vous devinez, c'est le manuel, c'est le grand manuel, la grande collection de l'enseignement catholique. On a là donc la grande collection de l'enseignement public et celle de l'enseignement catholique qui, dans l'enseignement privé, est l'enseignement prédominant. Ce sont des collections qui, toutes les deux, ont une longévité qui ferait rêver tous les éditeurs aujourd'hui, puisque la collection Mallet commence en 1902 et que la dernière édition date de 1971. Et qu'en fait, ces manuels sont utilisés jusqu'au seuil des années 1980. Voilà. À l'époque, d'ailleurs, la collection est devenue la collection que peut-être vous avez eue, comme je l'ai eu moi, entre les mains, comme élève, la collection Isaac, après la mort d'Isaac. Là, on a supprimé le nom de Mallet et on n'a plus conservé que le nom d'Isaac, alors que Isaac n'était plus l'auteur. Bon, c'est comme ça. C'est parce qu'on a des noms qui font... D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur la part des acteurs en histoire dans les manuels scolaires, finalement, dans l'histoire des manuels scolaires. Quant à Jean Guiraud, c'est l'universitaire, c'est, à partir de 1917, le premier rédacteur en chef de La Croix qui n'est pas un religieux. Et il le restera pendant plus de 2 décennies. Il a joué ici un rôle important. C'est en même temps un universitaire qui a été formé comme Mallet et Isaac à l'école méthodique, qui a été formé par les Langlois, Seigneur-Gosse, etc. Ils ont été formés à la même école. Même Monseigneur Aymon, tout religieux qu'il est, car lui il est bien religieux, a été formé à l'université, à l'école de l'école méthodique. Donc il y a des modalités d'écriture qu'on va retrouver d'un manuel. J'ai commencé par isoler, c'est un petit peu arbitraire, j'ai isolé la question de l'intentionnalité et la logique discursive qui est derrière. Autrement dit, comment on construit une logique de discours à partir de la question de l'intentionnalité des acteurs. Je vais passer assez vite, je n'ai pris que l'exemple du Mallet-Isaac.
on le voit. Mais le roi n'était résigné qu'en apparence. Ce sont les préparatifs du 14 juillet. Hein, donc je reprends. Je ne m'attarderai pas à l'événement, j'en avais déjà traité par le passé, je n'y reviendrai pas. Il n'acceptait pas sa défaite. Hein, alors vous voyez les termes qui sont employés. Hein, résigné qu'en apparence. Il n'acceptait pas sa défaite. On a toute une série de termes qui vont nous introduire à justement cette question de l'intention des acteurs. Hein, qu'est-ce qui motive, ce qui motive à un moment donné une action. Autour de lui, le comte d'Artois, les amis de la reine, tous ceux que l'ambassadeur d'Autriche appelait la cabale infernale, projetaient de se débarrasser de l'Assemblée par un coup de force. Depuis le 30 juin, les troupes, surtout des régiments étrangers, ne cessaient d'affluer. Alors, après ça, on entre dans un récit qui fait moins de place à cette question de l'intentionnalité des acteurs. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Ce que l'acteur introduit, c'est le fait qu'il n'agit pas pour rien. D'une certaine manière, et sans qu'à l'époque on le dise, d'abord parce que Koselleck n'avait pas encore écrit, mais je dirais que ces manuels vont placer les acteurs, que ce soit les acteurs collectifs ou les acteurs individuels, dans la position du sujet historique que nous décrit Koselleck dans Le futur passé, lorsqu'il explique que l'individu est placé, et c'est ça le sujet historique en fait, il est placé entre champ d'expérience et horizon d'attente. Et en fait, ces manuels vont manipuler cette logique-là avant qu'elle ait été ensuite explorée de façon systématique par Koselleck. Alors, m'intéresse davantage la question de l'interprétation historique à partir de la description des acteurs. Nous avons, donc là j'ai retenu deux moments. J'ai aussi un petit peu truqué parce que le deuxième manuel m'a obligé à isoler deux parties en fait. Alors je vais quand même reprendre les textes d'origine pour ne pas les tronquer complètement. C'est la description, cette fois-ci, de ce qui précède en fait la journée du 14 juillet. Ce n'est pas la journée du 14 juillet elle-même. Dans ce peuple surexcité, la nouvelle du renvoi de Necker, connue dans la matinée du dimanche 12 juillet, causa une agitation violente qui tourna bientôt à l'émeute. Les banquiers, les rentiers, croyant la banqueroute imminente, ne furent pas les moins acharnés. Le centre de l'agitation était au jardin du Palais Royal, transformé en un vaste club où des orateurs improvisés, parmi lesquels un jeune écrivain, Camille Desmoulins, dénonçaient le péril d'une Saint-Barthélemy des patriotes et appelaient leurs auditeurs à la défense de la liberté. On promena en triomphe les bustes de Necker et d'Orléans. Chargés par un régiment de cavalerie légère royale allemand, les manifestants furieux se dispersèrent en criant au meurtre et en appelant aux armes. Les gardes françaises se précipitèrent hors de leur caserne pour se joindre aux émeutiers. Enfin, bon, ce sont des descriptions qu'on connaît, ce sont les descriptions du Moniteur universel. Hein, je veux dire, ça repose effectivement sur un travail sur les sources, etc., de la part de ces auteurs. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est de relever deux choses. D'abord, on est bien dans une situation émotive, émotionnelle, qui est décrite, donc qui touche à la question de l'acteur. C'est le peuple surexcité qui est présent. Le deuxième élément qui renvoie à cette présence de l'acteur, c'est Camille Desmoulins. Camille Desmoulins est le groupe auquel il est rattaché, qui est qualifié d'orateurs improvisés. Donc Camille Desmoulins est un orateur, fait partie de ces orateurs improvisés, et par ailleurs on nous dit que c'est un jeune écrivain. Quant à la description de l'événement cette fois-ci, l'événement final, c'est-à-dire la charge du royal allemand, on spécifie le régiment qui intervient et on fait remarquer que les gardes françaises vont se ranger du côté des révolutionnaires. Voilà ce que ça donne chez Monseigneur Aymon. À son tour, le peuple, et plus spécialement le bas peuple de Paris, va faire son entrée en scène. Donc le peuple fait son entrée en scène dans les deux cas. Ce n'est pas vraiment le même peuple, hein, le bas peuple de Paris. La célèbre journée du 14 juillet, qui manifesta son audace et sa puissance, et les deux termes ne sont pas du tout du même registre. La puissance est de la registre d'un constat, d'un résultat, qui sera le résultat effectivement de la prise de la Bastille. L'audace est de l'ordre du jugement moral. Ce peuple qui a l'audace de se dresser contre le roi. Qui manifesta son audace et sa puissance, avait été préparé par 4 mois d'anarchie spontanée, et c'est l'une des rares fois où on a référence à un auteur. Dans les manuels scolaires, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'historien cité. Là, Taine est cité, et c'est pas tellement étonnant. Si on cherchait Mallet, on sait que derrière les lectures de Mallet, il y a Alphonse Hollard, et que Jules Isaac va réorienter un petit peu le texte de Mallet, qu'il réécrit en partie, mais dont il conserve la trame, parce qu'Isaac, lui, fait référence à Mathiez. Il est plutôt du côté d'Albert Mathiez. Alors, ça, ces sources, on les connaît parce qu'elles sont citées à d'autres moments que je n'ai pas retenus ici, dans les manuels, mais c'est très rare, en fait. Il est très rare qu'on ait une référence aux auteurs sur lesquels se sont appuyés ces auteurs de manuels. À Paris, les rapports de police signalent l'afflux incessant de vagabonds et d'ouvriers sans travail.
C'était des rentiers et des banquiers de l'autre côté, hein, qui craignaient la banqueroute. Bon, voilà. Dans le jardin du Palais Royal, alors là on va trouver une description qui est quasiment similaire, mais quasiment seulement. Dans le jardin du Palais Royal, les orateurs populaires surexcitaient cette foule impressionnable et l'indisposaient contre le roi. Toute la différence avec le peuple surexcité de tout à l'heure, c'est que là, il y a bien une intention. Le peuple n'est pas surexcité par la situation. Il n'est pas en état émotionnel de surexcitation. Non. Il est conduit à la surexcitation par des meneurs. Il y a un complot. C'est la théorie du complot, finalement, avant l'heure. Il y a un complot. Et les orateurs ne sont plus des orateurs improvisés, mais des orateurs populaires. Et quand on vient de dire que le peuple, c'était la lie du peuple, le bas peuple de Paris, on voit comment se construit, cette fois-ci, une image qui est tout à fait différente. Quant au peuple excité, je reviens un instant. Le peuple surexcité de Malais-Isaac, c'est celui, car j'ai sauté la phrase clé qui est au-dessus, le peuple de Paris sauva l'Assemblée menacée et son intervention assura le triomphe de la Révolution. C'est-à-dire que c'est un peuple politique. C'est un peuple politique et c'est un peuple qui est réellement acteur. Ici, le peuple n'est plus acteur. C'est une foule impressionnable. Ouais, le registre de vocabulaire nous donne immédiatement qu'il déqualifie la possibilité d'une, je reprends le livre c'est pas Pascal, de Roger Dupuis, la politique du peuple. C'est celui qui est paru il y a quelques années maintenant. Bien. En quelque sorte, là, on dénie au peuple la possibilité d'être un acteur politique. Le 12 juillet, on a appris à Paris que Louis XVI venait de renvoyer Necker, le ministre populaire. En même temps, des troupes en partie étrangères s'avançaient sous les ordres du maréchal de Broglie et formaient autour de la capitale un cercle menaçant. Là, nous retrouvons à l'identique. Pourquoi? Parce que c'est pas un moment problématique, en fait, dans l'interprétation historique. En revanche, la suite. Nous revenons au Palais Royal. C'est pour ça que j'ai coupé, parce qu'en fait, la scène du Palais Royal, qui est décrite en une fois par Malais-Isaac, est décrite en deux fois par Charles Hémon. Au Palais Royal, un jeune tribun, Camille Desmoulins, vous voyez, un jeune écrivain, un jeune tribun, des orateurs populaires, des orateurs improvisés. On est dans des registres, hein, si on met en face à face le vocabulaire utilisé, on est dans des registres complètement différents. Camille Desmoulins en prit prétexte pour exciter la populace. On retrouve l'excitation, mais une excitation volontaire, à la révolte et au pillage. Rien à voir avec le peuple se leva et sauva l'Assemblée menacée. Vous voyez, les deux interprétations se lisent très rapidement. Bon, ça paraîtra comme une évidence, mais c'est intéressant de voir par quelle procédure d'écriture ça passe. Et justement, comment ça interroge la place de l'acteur dans la Révolution. Et le fait que, ici, dans cette Révolution-là, ce n'est pas le peuple qui est acteur. Ou plutôt, il est acteur, mais d'une manière négative. Si l'on veut, en tout cas, il n'est pas un acteur politique. Une première escarmouche, alors là c'est intéressant, c'est comment on tait les choses quand on ne veut pas les dire. Une première escarmouche eut lieu près des Champs-Élysées entre les émeutiers et les dragons royaux qui reculèrent. Ce n'est pas le royal allemand. La différence, c'est que le royal allemand chez Malais-Isaac renforce le face-à-face entre les troupes qui sont des troupes professionnelles et qui sont des troupes de régiments étrangers et les gardes françaises. C'est-à-dire que Malais-Isaac met en place, enfin Isaac en l'occurrence, là, en 1928, met en place, dès ce moment-là, quelque chose qu'on va retrouver dans la prise de la Bastille, qu'on retrouvera au 10 août 1792. C'est cette collusion entre le peuple et puis des éléments qui sont des éléments de ce qu'on appellerait aujourd'hui les forces de l'ordre, mais qui ne jouaient pas comme telles véritablement à l'époque. Et donc là, on efface cette réalité-là. Et puis on efface la présence des gardes françaises, et on efface le fait qu'une partie des troupes royales, dès ce moment-là, se range du côté de l'émeute, du côté de la Révolution. Et puis on dénie à cette émeute le caractère de révolution. À aucun moment, rien dans le vocabulaire qui est proposé ne permet de dire que ceux qui agissent, qui vont finir par agir, qui est ce bas peuple de Paris, d'abord il n'agit pas de lui-même, et d'autre part il n'agit pas politiquement. Voilà. Alors, je vais passer à un troisième point, c'est comment l'acteur devient personnage. Vous connaissez la citation, Minos, Éaque et Rhadamante, c'est évidemment le début, mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous en lire une partie, vous allez très vite comprendre pourquoi, qui est le livre deuxième de 1793 de Victor Hugo, hein, écrit en 1874, l'année
Il le publie en 1874, l'année où meurt Michelet. Bon, et Guizot d'ailleurs, on compte comme ça. Donc Minos et Radamante. Il y avait rue du Pan un cabaret qu'on appelait Café. Ce café avait une arrière-chambre aujourd'hui historique. Si vous la trouvez, moi je veux bien. C'était là que se rencontraient parfois, à peu près secrètement, des hommes tellement puissants et tellement surveillés qu'ils hésitaient à se parer en public. C'était là qu'avait été échangé le 23 octobre 1792 un fameux baiser entre la montagne et la Gironde. Alors je saute un petit passage pour dire, le 28 juin 1793, 3 hommes étaient réunis autour d'une table dans cette arrière-chambre. Leurs chaises ne se touchaient pas. Ils étaient assis chacun à un des côtés de la table, laissant vide le quatrième. Il était environ 8 heures du soir. Il faisait jour encore dans la rue, mais il faisait nuit dans l'arrière-chambre, et un quinquet accroché au plafond, luxe d'alors, éclairait la table. Le premier de ces 3 hommes était pâle, jeune, grave, avec les lèvres minces et le regard froid. Il avait dans la joue un tic nerveux. C'est celui qui est à droite. La description part de droite à gauche, vous l'aurez deviné. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. Il était poudré, ganté, brossé, boutonné. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. Il avait une culotte de nankin, des bas blancs, une haute cravate, un jabot plissé, des souliers à boucles d'argent. Les 2 autres hommes étaient l'un une espèce de géant, l'autre une espèce de nain. Le grand, débraillé dans un vaste habit de drap écarlate, le col nu, dans une cravate dénouée tombait plus bas que le jabot, la veste ouverte avec des boutons arrachés, était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. Quoi qu'on y vît un reste de coiffure et d'apprêt. Il y avait de la crinière dans sa perruque. Il avait la petite vérole sur la face, une ride de colère entre les sourcils, le pli de la bonté au coin de la bouche, les lèvres épaisses, les dents grandes, un point de portefaix, l'œil éclatant. Le petit était un homme jaune, qui, assis, semblait difforme. Il avait la tête renversée en arrière, les yeux injectés de sang, des plaques livides sur le visage, un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats, pas de front, une bouche énorme et terrible. Il avait un pantalon à pied, des pantoufles, un gilet qui semblait avoir été de satin blanc, et par-dessus ce gilet, une roupe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laissait deviner un poignard. Le premier de ces hommes s'appelait Robespierre, le second Danton, le troisième Marat. Voilà. Ils étaient seuls dans cette salle. Il y avait devant Danton un verre et une bouteille de vin couverte de poussière, rappelant la chope de bière de Luther. Devant Marat, une tasse de café. Devant Robespierre, des papiers. C'est bon. Ce passage est très connu. Mais voilà comment se construit le personnage. Or, ces personnages ont été repris. L'image est très mauvaise. Mais voilà, le personnage qu'incarne dans l'acteur, c'est évidemment la scène du cabaret de la rue du Pan, reprise par Abel Gans dans son Napoléon de 1927. Voilà. Et on voit qu'il a suivi remarquablement la description de Victor Hugo. C'est quand même assez étonnant. Et j'en reviens à Emmanuel. Parce que ces personnages sont présents. Alors, j'en ai retenu que 2. Je ne suis pas allé reprendre Marat. Je n'en ai retenu que 2. Ça va venir, mais comme j'ai mis mes feuilles dans le désordre, il faut le temps que je retrouve. Non, je sais, c'est pas dans mes feuilles. Voilà. Ça s'appelle un travail bien préparé. Puisque ce qui m'intéresse, ce ne sont pas seulement les portraits, encore que, vous voyez, la proximité à chaque fois, c'est ce qu'il est dit de Danton. Né à Arcis-sur-Aube, Danton était avocat en 1789. Il se fit d'abord connaître au club des Cordeliers. Taillé en colosse, le visage marqué par la petite vérole, Danton avait le nez aplati, une grande bouche aux lèvres épaisses, déformée par la cicatrice d'une ancienne blessure. Avec une voix de stentor, dit un de ses contemporains, il avait tout ce qui constitue un tribun du peuple. Il était capable à lui seul d'opérer une révolution. Véritable chef du gouvernement après le 10 août, il donna une impulsion vigoureuse à la défense nationale. Violent en parole, Danton était souvent prudent et modéré dans ses actes, tantôt d'une activité débordante, tantôt nonchalant, tantôt ardent patriote, tantôt intrigant suspect. Si la filiation entre Victor Hugo et ça n'est pas évidente, c'est que je lis vraiment de travers, quand même. Et quant à Robespierre, le voici. Croquis dont on nous dit qu'il est attribué à Gérard, tiré de la Bibliothèque nationale, etc. Bien. Cabinet des estampes. Bien que Robespierre ait pris dès avant la Révolution le parti du peuple, il rédigea le cahier de doléances des savetiers d'Arras, c'était un bourgeois aisé de province. Il était en 1789 avocat à Arras.
Robespierre, toujours soigneusement poudré, se piquait de sobre élégance. Le croquet est accompagné de cette note. Les yeux verts, le teint pâle, habit nankin rayé vert, gilet blanc rayé bleu, cravate blanche rayée rouge. Robespierre refusa toujours de porter le bonnet phrygien ou la carmagnole, sorte de gilet à la mode chez les sans-culottes. Tout ceci pour rappeler que depuis Michelet et Alexandre Dumas, et depuis les descriptions de Richelieu et de Louis XIII par Michelet et Alexandre Dumas, nos personnages, dans le domaine de l'école, mais peut-être pas que dans le domaine de l'histoire scolaire, sont quand même fortement marqués par cet héritage du XIXe siècle. Il est assez étonnant, par exemple, de lire la description, le portrait physique et psychologique tracé par Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires de Richelieu et Louis XIII, et de lire la description de la journée des dupes par Michelet dans son Histoire de France. Voilà, donc j'ai essayé, si vous voulez, par ce petit montage, de revenir sur une généalogie, en quelque sorte, qui fait que ce que l'on enseigne, si l'on suit, là c'est donc le manuel, c'est cette dernière version du manuel Maleisac, celle de 1971, que si l'on suit ce type d'enseignement, eh bien, on n'enseigne pas des acteurs. On n'ouvre pas l'élève à la question de ce que c'est que l'acteur historique, que ce que c'est que l'acteur en révolution, mais on perpétue des personnages de fiction. Même si ces personnages de fiction, on voit bien que Victor Hugo avait lu la note qui est sous l'estampes, c'est évident. Mais bon. Alors, là j'ai beaucoup parlé de l'acteur individuel, mais il y a aussi la question de l'acteur collectif, et de la façon dont cet acteur peut jouer. Si on considère que c'est Michelet qui, parmi les premiers, introduit justement le peuple dans la Révolution française, j'ai voulu retenir ce petit passage, un peu pour le plaisir, de la manière dont Michelet décrit la première séance de la Convention nationale au 22 septembre 1792, cette fois-ci. Voilà donc l'assemblée qui va tout à l'heure s'entasser dans la petite salle des Tuileries qui avait été celle du théâtre. Et plus l'arène est resserrée, plus les combats seront furieux, implacablement acharnés. Tous, dès les premiers jours, dès le premier coup d'œil, souffrirent de se voir si près. Le petit intervalle qui séparait ces ennemis mortels ne permettait à nulle parole, à nul regard hostile de s'amortir en route. Les uns et les autres de leurs attaques se foudroyaient à bout portant. Même au moment de trêve, l'air malsain de la haine régnait dans cette salle, un pesant magnétisme de tous planait sur tous, serrant chaque poitrine, troublant les têtes, remplissant les yeux d'illusions. Voilà, ça c'était juste un peu pour le plaisir, comme Victor Hugo tout à l'heure, un peu pour le plaisir quand même de plumes qui sont exceptionnelles, mais qui en même temps nous permettent de voir comment, ici sans jamais les nommer, puisque aucun des acteurs n'est nommé, ils le sauront plus tard dans le texte de Michelet, mais sans nommer personne, Michelet construit une mise en scène, construit une atmosphère, établit une atmosphère qui va précéder son récit de ce qui se passe à la Convention nationale, et le récit en particulier de la première journée, celle du 22, enfin qui est la deuxième en réalité, du 22 septembre 92, mais le moment où l'on dit que les actes seront désormais datés de l'an 1 de la République. Il établit cette atmosphère, il l'établit sans la présence d'aucun acteur, et en même temps, tous sont là. C'est-à-dire que son récit n'est construit que sur la réalité que l'histoire, c'est un affrontement entre personnes, entre individus, entre groupes, etc. Donc à l'arrière-plan de son récit. Il y a une structure du récit ici qui est tout à fait étonnante, alors avec en plus cette manière de manipuler les temps qui ferait bondir tous les enseignants que nous sommes, l'usage du futur, et encore là on n'a pas le conditionnel, mais il arrivait à Michelet d'utiliser le conditionnel, on le sait par ailleurs. Alors, j'ai voulu faire un point maintenant. Vous m'arrêterez si je déborde trop, parce que j'ai encore pas mal de choses derrière. Là, j'ai voulu m'offrir une tête, dont je ne sais pas ce qu'elle est, je ne suis pas allé vérifier. C'est un manuel. Alors, je ne vais pas le citer parce que ce serait méchant. J'espère, Marc, que tu n'y as pas participé. C'est le Bordas. Non, voilà. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. C'est la question que pose le recours dans le récit à la présence de l'acteur. Alors,
c'est le programme de 2008, c'est le peuple dans la révolution. Alors l'image est un peu distordue parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus lisible possible, or c'est quand même assez serré, donc j'ai un petit peu distendu pour la faire entrer au mieux dans le cadre. Et par conséquent, comme moi je ne vois rien du tout sur l'écran, je vais regarder par là. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que on traite justement d'un acteur. Le peuple dans la révolution, l'invention de la vie politique. C'est en fait la conjugaison de deux des thèmes qui sont proposés par le programme. Mais ce peuple, plutôt la façon dont est mise en œuvre pédagogiquement cette fois-ci, là je viens à l'acte pédagogique en quelque sorte lui-même, ou à la volonté pédagogique qui peut se dessiner derrière, pose un certain nombre de problèmes. En effet, il va s'agir de montrer que le peuple intervient à la fois par la discussion, par le vote et par la violence, donc par l'insurrection. Voilà. Alors en fait, ce n'est pas une insurrection qui est choisie, d'ailleurs ce sont les massacres de septembre. Hein, c'est le document, ce sont les massacres de septembre. Voilà la deuxième page sur laquelle on a les massacres de septembre. Revenons un instant sur la première page. Je laisse de côté la vendeuse de journaux, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Décidément, j'ai quelque chose contre les femmes, me dira-t-on, mais bon. Voilà. Non, ce qui m'intéresse, c'est le grand A. Le peuple s'empare de nouveaux moyens d'expression. Et nous mettons un débat politique au Club des Jacobins. Alors, vous admettrez qu'un débat politique au Club des Jacobins, comme étant un signe de l'intervention du peuple comme acteur, c'est quand même problématique, compte tenu de la structure du club, compte tenu de ceux qui interviennent. Deuxièmement, vous aurez reconnu évidemment sans hésitation qu'il ne s'agit pas du tout d'une séance du Club des Jacobins, mais d'une caricature d'une séance du Club des Jacobins. C'est en fait la caricature de la séance dans laquelle Robespierre prononce le discours contre la guerre. Et si vous regardez bien, alors l'image est un peu petite, si je pouvais zoomer, mais je ne sais pas faire, donc vous contenterez de... Eh bien, le président de séance qui est en train de parler, il y a des femmes qui sont derrière. On va quand même parler des femmes un petit peu. Il y a des femmes qui sont derrière lui et qui disent « voilà quelque chose d'intéressant ». Et pourquoi disent-elles « voilà quelque chose d'intéressant » Parce que le président qui parle a la culotte baissée. Ce sont donc les fesses du président qui sont intéressantes. Le président de séance. Voilà. Bon, on pourrait multiplier, c'est une caricature, qui d'ailleurs repose sur une estampe qui existe, hein, et qui présente la salle du Club des Jacobins avec le poêle au milieu, etc., mais avec un ordonnancement de la séance, qui a été donc reprise et caricaturée. Alors, ça pose quand même un problème, là, sur le plan pédagogique. C'est-à-dire qu'on tait complètement, hein, je vous décris, le Club des Jacobins est une des plus importantes sociétés révolutionnaires réunissant des hommes autour des mêmes idées politiques. Il existait au moins 6000 lieux de réunion de ce type entre 1789 et 1795. Avec une petite question, d'ailleurs, les 6000 lieux en question, c'est plutôt les sociétés populaires. Donc, confondre les sociétés populaires avec les clubs, ça pose un petit problème. Hein, voilà comment les choses sont présentées. À aucun moment il n'est dit que c'est une caricature. Et c'est là, voyez-vous, où je pense que si un professeur veut utiliser ces documents-là, il faut qu'il soit formé à l'épistémologie de sa discipline. Au risque sinon de passer à côté. Alors, là c'est assez gros, mais là c'est beaucoup moins gros. C'est beaucoup moins gros. Il y a l'image du haut. Hein, le peuple s'exprime par le vote et la violence. Le document numéro 3, c'est la violence. Ce sont les massacres de septembre, hein, qui sont ici, là-haut. Manque de bol, ça fait quand même 20 ans que dans les AHRF est paru un article qui dit que c'est en réalité la nuit du 9 au 10 Thermidor. Et que c'est à l'hôtel de ville. Et ça permet, on le voit, on est dans un lieu clos et éclairé par des flambeaux, etc. C'est pas du tout les massacres de septembre. C'est le moment, au contraire, de l'arrestation de Robespierre, enfin de la deuxième arrestation de Robespierre. Alors, et puis, ce qui m'intéresse aussi, pour poser cette question de l'usage pédagogique de l'acteur et des détournements, des déviations auxquelles on est conduit quand on veut construire ce type de récit, et ce type de récit par l'image, parce qu'il faut interroger l'image, c'est la dernière image. Le roi devant la Convention, élu au suffrage universel. Car en fait, cette image est liée au texte qui est à côté, du suffrage censitaire au suffrage universel. Et ce qui m'intéresse, c'est la question qu'on pose aux élèves. Document numéro 4 et 5. Quelle assemblée est élue pour la première fois au suffrage universel? Alors, ni le texte, ni l'image ne sont dans le moment de l'élection. Quant à l'image, on nous situe des personnages dessus. On nous dit simplement que le roi est devant la Convention élue au suffrage universel. 1, le président de séance, à droite. 2, le roi à gauche.
3, les députés de la plaine, et 4, le peuple dans les tribunes. Simplement, il s'agit du procès du roi. Et ça n'est dit nulle part. Alors, comment assimiler une image qui est une image du procès du roi à la question de l'acquisition du suffrage universel et à l'intervention du peuple? Où le peuple intervient-il là-dedans? Il interviendra par la question de l'appel au peuple, mais ce n'est pas le peuple qui intervient. Hein, c'est bien les débats internes à la Convention. Donc, vous voyez, alors, c'est quand même assez fort. Je confirme, je n'ai pas. Parce que voilà, tu n'as pas participé. Et moi, je me suis amusé volontairement. En 2013, j'en avais fait la double page de manuel que j'avais conservée pour le sujet 0 de la nouvelle épreuve sur dossier. Voilà, juste pour voir un petit peu. Ben, on a vu. Enfin, on n'a pas vu parce que c'était sujet 0, donc il n'a pas été utilisé ensuite. Mais je l'ai testé avec les étudiants. Et bon. Tout ça pour justifier mon titre de début quand même, qui était que on n'aborde pas, à mon sens, hein, on n'aborde pas la pédagogie de l'histoire sans aborder l'épistémologie de l'histoire. Si on ne s'interroge pas sur les procédures de construction de la connaissance historique, et si on n'interroge pas les élèves sur ces procédures-là, dans le même temps qu'on leur fait acquérir des connaissances, alors, à mon avis, on passe à côté. On passe à côté d'un véritable apprentissage de l'histoire. Et, une fois de plus, cette distinction entre on pose les repères, puis après ça, on donnera des explications un jour, est une distinction qui est complètement factice. Elle est factive dans le domaine de l'histoire. J'en suis venu à considérer ces choses-là, pas seulement par l'épistémologie de l'histoire, je l'avoue, mais par une autre épistémologie, enfin qui n'existe pas d'ailleurs, qui ne peut pas dire son nom, qui est celle du rugby. Mais ça, c'est une autre affaire, j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, pour terminer, j'avais envie de vous parler un peu des élèves, parce que reste-t-il si on parle de pédagogie? Il faut quand même voir ce qu'il en reste du côté des élèves. Alors, c'est un texte assez ancien, parce qu'il date de 2000. Nous avions à cette époque-là fait un recueil de textes. Alors, c'est une production de l'élève qu'on lui a demandé de produire. Et justement, ça permet de voir comment cet élève va intégrer la question des acteurs en révolution. Alors, c'est un élève de 5e, je précise. Ce qui veut dire que ce qu'il nous raconte, c'est soit parce qu'il est vraiment très passionné d'histoire, soit parce qu'il a très bien retenu ses cours de CM2, et qu'il a eu d'excellents cours en CM2, puisque la Révolution française est au programme de 4e. Et voilà ce qu'il nous dit. La Révolution française est la révolte du peuple de Paris contre le roi Louis XVI. Alors, je précise que j'ai conservé la graphie de l'élève. C'est très important dans l'appréhension de la chose. Le peuple s'est révolté car un nouvel impôt s'est élevé. Le peuple envahit la Bastille, lieu où se trouvaient les prisonniers, pour prendre des armes. Mais ils n'en ont pas trouvé beaucoup. Là, il y a une rupture dans le texte. Louis XVI se fit décapiter ainsi que sa famille, sauf son fils, puis Robespierre aussi. La monarchie avait pris fin, c'est très raccourci, mais ça se comprend. La monarchie avait pris fin, les couleurs du drapeau français ont été choisies, bleu, blanc égale peuple, rouge égale roi. Bon, on lui pardonnera de s'être un peu mélangé les pinceaux, peut-être l'élève est-il un peu daltonien, ça arrive, hein, ce sont des choses. Monégasque. Ou monégasque, c'est possible. Confirme le martial. Oui, aussi. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la façon dont l'élève, de façon maladroite, hein, on voit bien, c'est pour ça que j'ai voulu conserver véritablement ce qu'il avait écrit, les graphies d'origine. On voit bien que côté maîtrise de la langue française, il y a des petits ratés. Oui, mais il nous construit un récit qui est bien un récit du type Mallet-Isaac. En 2000, les Mallet-Isaac, ça fait longtemps qu'ils sont abandonnés. Tous les manuels scolaires sont passés au présent de narration. Là, il emploie encore le passé, les temps du passé, alors des temps qu'il manipule avec maladresse. Mais surtout, il restitue bien cette question de l'intentionnalité des acteurs. C'est-à-dire qu'il attribue des actions à des individus identifiés, collectifs ou individuels d'ailleurs, et il restitue leur intention. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas dans le vide. Autrement dit, il redonne au peuple ici sa capacité politique que lui déniait Monseigneur Raymond dans le manuel de 1923. Il y a donc bien quelque chose qui passe. Alors, j'en ai d'autres, des citations de ces élèves. Et je vais me permettre, voilà, juste une petite minute, c'est tout. Voilà une version plus développée, en classe de 3e. Cette fois-ci, l'enseignement est passé par là, l'enseignement de 4e, je veux dire, est passé par là. Une révolution est une révolte du peuple contre celui ou ceux qui détiennent le pouvoir. Alors, cet énoncé général vient de ce que nous avons posé la question aux élèves, non pas de nous dire ce qu'était la Révolution française, mais de nous dire ce qu'était pour eux une révolution.
Nous cherchions à voir s'ils étaient capables d'atteindre à un certain niveau de conceptualisation, alors que l'enseignement est un enseignement qui passe par justement des exemples. Notre enseignement d'histoire. Mais ensuite, il va développer uniquement l'exemple de la Révolution française. Le peuple français s'est révolté en 1789 contre Louis XVI parce que la France était dans une situation de famine. Faim, F-A-I-M, mine. Voilà, il a écrit ça. Il se révoltait, bon, je peux pas vous transcrire devant les grilles pour demander de l'argent. Ça, ce sont les journées d'octobre qui arrivent ici. Il n'avait pas de quoi s'acheter du pain, et la reine, qui est écrite RE2NE, je précise, leur avait répondu, si vous ne pouvez pas vous acheter du pain, achetez-vous de la brioche. Ce sont en partie comme quoi les anecdotes en Asie durent, c'est redoutable les anecdotes. En partie à cause de ces paroles que le peuple français s'est révolté. Alors, vous voyez quand même que cet élève de 3e est très en retrait, pour moi, il est très en retrait de l'élève de 5e. L'élève de 5e fait allusion aux impôts, dans la chaîne de causalité qu'il construit. Là, il fait allusion à la brioche. Bon. Voilà. Heureusement que mes enfants ne sont pas là, sinon ils me diraient que question brioche, je ferais mieux de m'abstenir. Le 14 juillet 1789, il y a eu la prise de la Bastille. Le peuple a dérobé toutes les armes et ont défilé dans Paris, au passage. Non. Pour protéger le roi, il a été transporté autre part que dans son château. Bon, là, il y a un petit mélange avec le 10 août qui passe au travers du 14 juillet. C'est depuis ce jour que le 14 juillet est un jour férié. Le peuple s'est séparé en deux parties. Ceux qui voulaient se battre pour survivre et ceux qui pensaient que la violence n'était pas la solution. Pendant cette période, beaucoup de personnes furent guillotinées pour avoir trahi le roi. Bon, là, la situation s'aggrave, je dirais. La situation s'aggrave. Quand je vous disais qu'il était très en retrait par rapport à l'élève de 5e, ça n'était pas une figure de style. Les révolutionnaires étaient habillés de bleu avec sur leur chapeau un symbole bleu, blanc, rouge en ruban. Le bleu et le rouge étant les couleurs de Paris et le blanc pour la liberté. Ça commençait bien, mais ça se termine mal. Ou alors on peut se dire, voilà, la liberté est une page blanche qu'il nous faut écrire, peut-être. Je ne suis pas sûr que cet élève soit poète. À la fin de la révolte française, fut signée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Bon. La devise du peuple est liberté, égalité, fraternité. Le Pathénon, comme ça, comme monument, une Marianne, un drapeau blanc, non, bleu, blanc, rouge, et la Marseillaise, l'hymne victorieuse. Alors voilà ce que ça donne chez un élève de terminale. En terminale, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les acteurs disparaissent, justement. Toujours en 2000. Tous ces élèves ont été interrogés au même moment. Voilà ce que dit un élève. C'est un ensemble d'une révolution, en général, parce que c'était ça, c'est vrai, c'était orienté par ça. C'est un ensemble de changements politiques, socio-économiques intervenant dans une société. Par exemple, les révolutions industrielles qui sont venues bouleverser la vie sociale et économique. Le thème révolution sous-entend la notion de nouveauté, de bouleversement des anciennes valeurs. La Révolution française a changé le système politique royauté et a entraîné l'instauration d'une nouvelle organisation politique, donnant lieu à toutes sortes de bouleversements socio-culturels. Bon, je vous passe l'orthographe, et surtout, là, pour le coup, vous voyez, nous avons une histoire sans acteur. Nous avons une histoire qui est vidée de sa substance, de sa chair, comme nous disait Marc Bloch, l'historien est comme l'ogre de la fable, là où est la chair, là est sa pitance. Alors ça peut donner quand même, à certains moments, dans d'autres copies, ceci. Une révolution part d'une révolte, c'est-à-dire d'un mouvement massif dirigé par une volonté de réforme, qu'elle soit politique, économique ou sociale. Le fait de réintroduire volonté de réforme nous réintroduit cette fois-ci, mais de manière marginale, la question des acteurs. L'exemple en France, la révolution de 1789, où tout un peuple se révolte contre les dirigeants. Là, on va réintroduire cette question. Là, c'est un mouvement massif et violent, mais il peut y en avoir des passifs, comme révolte contre la colonisation par Gandhi en Inde. Donc on a l'acteur qui est bien réintroduit, mais il y a une chose qui manque, et qui ne manquait pas à l'élève de 5e, c'est la question de l'intention. Or, fondamentalement, quand même, dans cette construction du savoir historique, je crois, et du savoir historique en milieu scolaire, dans le cadre scolaire, et donc de la possibilité d'un apprentissage derrière, ne pas lier acteur, personnage, intention et récit d'événements, c'est-à-dire ne pas être en mesure de montrer aux élèves comment s'emboîtent ces différentes dimensions, c'est vider soit le récit, soit la place de l'acteur de toute substance.
ce que les programmes de 1995 nous invitaient